Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Au programme de cette semaine, un point d'étape sur les risques de déremboursement des tests antigéniques, la fin de la dispensation adaptée et les solutions proposées par le ministère de la Santé pour répondre aux tensions d'approvisionnement de kétiapine. Bonjour Philippe. Bonjour Lucie, bonjour à toutes et à tous. Philippe, le 14 janvier dernier, le ministère de la Santé a annoncé la fin de nombreuses mesures dérogatoires prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. La prise en charge par l'assurance maladie des tests antigéniques réalisés en officine était notamment visée. Opposée en déremboursement de ces tests, la FSPF a demandé l'abandon de cette mesure et a interrogé les pharmaciens d'officine pour disposer d'un retour de terrain. Philippe, quels sont les résultats de ce sondage et est-ce que la position du gouvernement est susceptible d'évoluer sur le sujet ? Alors, un sondage très suivi, il y a eu plus de 2200 répondants et donc on a 80% des pharmacies, sans surprise, qui font des tests toutes les semaines, qui font au moins un test par semaine, mais certains tous les jours. Et effectivement, 9 répondants sur 10 utilisent les tests combinés, donc les tests grippe-Covid, voire les tests triplex grippe-Covid-VRS. Et donc, on arrive à voir que 2/3 des agents responsables des infections respiratoires aiguës sont couverts et on arrive à avoir même des résultats de dépistage qui montrent une positivité supérieure à 50% pendant la semaine de l'analyse du test. C'était la semaine haute de l'épidémie. Là, on a commencé enfin, et croisons les doigts, la descente de l'épidémie grippale. Nous, on conclut clairement qu'il faut, pour 4 motifs, mise en place de l'exercice coordonné médecin-pharmacien pour le patient avec ces tests, que ce soit en amont ou en aval, c'est-à-dire prescrit par le médecin ou ensuite médecin informé par le pharmacien. Le bon usage du médicament, on peut rationaliser les antibiotiques, les antiviraux grâce à ça. La veille sanitaire qui pourrait être faite grâce aux tests. Et même la réduction de dépenses de santé, parce qu'on peut arriver à prendre en charge de façon précoce des pathologies potentiellement graves et qui finissent à l'hôpital. Donc pour ça, on demande vraiment que soit instauré le remboursement des tests antigéniques par l'assurance maladie pour l'ensemble des virus respiratoires de l'hiver. Donc c'est l'ensemble, c'est cette stratégie combinée qu'on demande. Donc pour répondre à la question, est-ce que ça va marcher ? On est en combat. Donc là, on a obtenu d'ores et déjà que le déremboursement du test Covid soit reporté à la fin de l'épidémie grippale, ce qui est un signe. Parce qu'en fait, on nous explique que le gouvernement accepte, la Direction générale de la santé accepte de maintenir le remboursement du test Covid jusqu'à la fin de l'épidémie de grippe. Ce qui montre bien que le sujet, c'est qu'ils espèrent qu'on fasse des tests grippe-Covid pour vérifier quelle pathologie a la personne qui est testée. Donc ça, moi, je vais évidemment me servir de ce test pour écrire au ministre de la Santé pour accélérer le process. Il faut qu'en tout cas, d'ici la prochaine campagne hivernale, on ait mis en place ce remboursement. En tout cas, on est complètement mobilisé là-dessus. Ok, merci Philippe. Alors, l'expérimentation de la dispensation adaptée en officine, qui consistait à délivrer la quantité exacte de médicaments nécessaires au traitement prescrit aux besoins du patient, n'a pas été reconduite par la Convention nationale pharmaceutique. Depuis le 31 janvier 2025, les pharmaciens ne peuvent plus facturer le code traceur DAD. Philippe, quelles sont les sosolutions que les partenaires conventionnels entendent développer pour maintenir l'objectif de délivrance de la quantité pertinente de produits de santé nécessaires au traitement prescrit ? Là aussi, il y a un problème de tuilage. Parce qu'en fait, quand on a cette expérimentation DAD, elle n'était pas, c'était une usine à gaz, on l'avait dit. C'est pas tellement que le sujet n'était pas intéressant. Il est évident qu'on a un intérêt à jouer à s'impliquer dans la pertinence de la dispensation et d'avoir une rémunération sur cette pertinence de la dispensation que nous devons prendre en charge, nous, pharmaciens. Donc ça, c'est une évidence.
mais pas une usine à gaz, quelque chose d'efficace, de simple et de possible à faire et d'utile. Donc, on vous l'avait dit au mois de juillet, mais c'est passé inaperçu, donc on va vous envoyer une circulaire pour vous confirmer que le dispositif est arrêté. Bon, alors la CNAM a mis un peu de temps pour laisser en place ce code, mais maintenant il va s'arrêter, il s'arrête, et donc on va vous envoyer une circulaire pour vous le confirmer. Mais ce qui compte, et c'est ça le problème, c'est le retard mis en place par l'ordonnance numérique. J'ai l'impression de chaque semaine de dire la même chose, mais l'ordonnance numérique, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire des véritables interventions pharmaceutiques et avec des motifs qui sont dans le cahier des charges de l'ordonnance numérique. Et à partir du moment où on a l'outil, eh bien, on peut passer à une négociation tarifaire pour les actes que nous faisons pour la pertinence. Donc, c'est toujours le même sujet, un sujet de simplification pour pouvoir faire les choses, et ensuite un sujet de valorisation de nos actes. Donc, on abandonne un dispositif qui avait une bonne intention, mais qui était une usine à gaz, et par contre, on n'est pas content parce que le dispositif de remplacement, il n'est pas prêt. Voilà. D'accord, on attend beaucoup de l'ordonnance numérique. Alors, hier après-midi, les syndicats représentatifs de la profession ont été convoqués en urgence par le ministère de la Santé, aux côtés de la CNAM, du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et de l'ANSM sur les tensions d'approvisionnement en quétiapine. Philippe, quelles sont les solutions envisagées par le ministère de la Santé pour faire face à ce problème qui risque de devenir aigu dans les semaines à venir? Donc, il s'agit d'un fabricant principal qui fournit 70% du marché français en quétiapine, qui a un problème de fabrication, et visiblement c'est en Grèce, et visiblement ça ne s'arrange pas vite. En tout cas, il n'y a pas de perspective en termes de semaines pour arriver à une stabilisation de l'approvisionnement en quétiapine. Même si ils ont des bons espoirs que ça revienne à la normale au printemps. Le sujet donc, c'était de voir quelles sont les mesures à mettre en place. Il y a des indications, une indication notamment qui nécessite la mise en place de quétiapine. D'autres indications de la quétiapine du Xerocel peuvent être, on va dire, modifiées par le prescripteur pour d'autres alternatives thérapeutiques. Donc les prescripteurs sont informés de ça et ils doivent donc prioriser d'autres traitements si nécessaire. Ça, c'est déjà fait. Pour autant, ce qui nous a été dit hier, c'est les mesures complémentaires. Donc, le ministère pense toujours à la dispensation à l'unité. Nous, je leur ai dit hier que je ne trouvais pas ça super utile, mais le ministère nous dit, écoutez, ça va être obligatoire pour le Xerocel 50. Je lui ai dit, le Xerocel 50, le quetiapine 50, il y en a quand même très peu de mise d'instauration de traitement. Donc, bon, on ne va pas économiser beaucoup de comprimés là-dessus, mais pourquoi pas. Et ensuite, pour les deux autres dosages, 300 et 400, c'est des posologies de 1 par jour pendant 30 jours. Ça n'a pas de sens de mettre une dispensation à l'unité. Alors, ils nous disent que ce sera optionnel pour le pharmacien qui pourra délivrer par plaquette pour les indications justement qui ne sont pas prioritaires. Donc là, je suis revenu à la charge en disant, mais l'indication, nous, on ne la connaît pas. Donc en fait, c'est au médecin de nous dire éventuellement fractionnable, ce qui sera un signe pour nous dire que ce sera éventuellement possible. L'agence va nous mettre ça dans une explication de texte, et en tout cas, ce sera une possibilité qui, à mon avis, sera probablement poursuivie. Plus intéressante, la possibilité de recourir aux préparations, puisqu'en fait, l'agence a trouvé quand même de la matière première pour les préparatoires des pharmaciens. Donc, ils vont pouvoir, à partir de la semaine prochaine, fabriquer des gélules qui ne seront pas libération prolongée, qui seront de 100 et 150 mg. Un tableau d'équivalence va nous être envoyé. Ils sont en train de prendre enfin les textes réglementaires, à la fois pour que la prise en charge soit, qu'il n'y ait pas de débat sur la prise en charge. Il y a un débat juridique sur la prise en charge avec des procès en cours entre les uns et les autres. Bon,
on sort du débat avec ces textes qui vont arriver, et un prix tarifaire qui est en train d'être négocié, et j'espère que vous le saurez la semaine prochaine. Donc, les préparatoires auront le même prix, tous les préparatoires auront le même prix, et les pharmaciens auront une rémunération qui sera également négociée avec un tarif de remboursement. Je vous dis tout ça la semaine prochaine. D'accord, merci Philippe. Je te propose maintenant de passer à la question d'Antonin Bernard, coprésident du syndicat des pharmaciens de l'Ain. Antonin Bernard, président du syndicat des pharmaciens de l'Ain et de la Fédération Rhône-Alpes. Philippe, est-ce que tu pourrais nous rappeler jusqu'à quand nous pouvons déclarer nos indicateurs pour le versement par l'assurance maladie de la ROSP 2024? Merci. Alors, la ROSP. Alors, vous avez jusqu'au 28 février. Ça vaut le coup quand même de s'y pencher. Donc, vous vous connectez sur Amélie Pro avec votre ICPS. Vous allez dans l'onglet Convention et vous avez 11 indicateurs à fournir de mémoire dans les trois ROSP. Et vous devrez envoyer ensuite par mail l'attestation comme quoi vous avez fait l'auto-évaluation qualité à la même adresse mail que l'année dernière, que tout le monde a oublié, mais que vous retrouverez dans votre historique, qui est convention quelque chose, CPAM de votre département. Voilà. Donc ça, c'est avant le 28 février. Comme vous allez oublier, on va vous renvoyer la semaine avant le 28 une circulaire pour vous y refaire penser. Parce qu'il y a certains qui ne m'écoutent pas. Et ceux qui ne m'écoutent pas, j'espère qu'ils me lisent. Merci Philippe. Passons maintenant à la question des internautes. Enfin, aux questions. Nous avons deux questions sur la prise en charge des analogues de GLP1. Donc, une question sur est-ce qu'il faut être dans l'AMM ou dans l'ITR pour que ce soit pris en charge, et une deuxième question sur le boycott de la mesure par les syndicats de médecins. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait sur la première, sur AMM et ITR. Bon, jusqu'à présent, c'était l'ITR qui comptait. Et comme on vous l'a dit dans la circulaire, à partir du moment où vous avez le fameux papier du médecin que le patient va vous porter, c'est ça qui fait foi. Donc, il s'engage et vous n'avez pas plus à chercher que ce papier-là. Donc, ça, c'est une première réponse à la question. C'est dans la circulaire qu'on vous a envoyée la semaine dernière, c'est très clair, c'est le papier du médecin qui fait foi. Même si le médecin ne marque que, même s'il ne marque que dans l'AMM, même s'il ne marque pas dans l'AMM et l'ITR, ce n'est pas notre problème. C'est lui qui prend la responsabilité de ce qu'il fait. On a, du moment qu'on a le papier, on peut soumettre au remboursement. Il n'y a pas de problème. Sur les problématiques diverses et variées, soit de grève, soit de mouvement des médecins, soit du fait que nos logiciels ne sont pas prêts, soit toute autre indication, je vous l'ai dit, je vous le redis, on a 3 mois avant la mise en place réelle de la mesure. Bon, moi, véritablement, je m'inquiéterai du sujet à la fin du mois de mars. Je veux voir la montée en charge. Je suis la montée en charge. Je regarde si les mots d'ordre sont suivis, je regarde si le système fonctionne, je regarde si nos éditeurs de logiciels font des efforts pour mettre en place une routine pour le code PRR, il y a pas mal ils peuvent nous aider, les éditeurs, pour simplifier beaucoup nos process sur ce truc-là. Donc, je regarde tout ça. Et si vous voulez bien, on s'en reparle fin mars. On a 2 mois. Et là, on aura le mois d'avril pour prendre des mesures de disposition et éventuellement pour demander un report. Je m'inquiète un peu plus, je ne vous cache pas, pour l'autre mesure qui arrive au 1er mars, ce que cette fois c'est celle-ci, qui est la mesure sur l'ordonnance pour le tramadol et les codéinés qui doit être en ordonnance sécurisée, puisque là, j'ai plus de son, plus d'image, mais normalement, ça se met en place au 1er mars, celle-là. Donc ça, je vais m'inquiéter assez vite de voir si
on doit avoir une ordonnance sécurisée ou pas pour tramadol et codéine au 1er mars. Cet empilement de mesures, je suis conscient que ça nous contrarie beaucoup. Je vais avoir le directeur général de la CNAM la semaine prochaine pour le lui signifier, encore une fois. Après, à l'impossible, nous l'est tenu. Moi, dans mon officine, je n'en ai pas vu un encore de ces papiers, de ces fameux papiers de pertinence de prescription. On est le début du mois de février, mais j'ai déjà délivré des Ozempic, je n'en ai pas vu un seul. Donc, on va voir comment ça monte à charge, on va voir comment c'est suivi, et peut-être qu'au mois d'avril, on aura à faire quelque chose en effet. D'ici là, on essaye de voir, éditeur de logiciels, et voir si ça monte. Ok, pas de panique pour le moment. On a une question d'Arnaud qui nous demande que comptez-vous faire face aux pénuries de médicaments. Il nous explique que les patients qui n'ont plus de médecins traitants, plus d'infirmiers, plus de médicaments déchargent leurs inquiétudes sur les pharmaciens, que le métier devient de plus en plus pénible. Alors, ce n'est pas ce qu'on va faire, c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait sur ce cas particulier, c'est d'obtenir la possibilité pour le pharmacien de renouveler pendant 3 mois les ordonnances expirées des médecins. Sur ce point-là. En fait, parce qu'en fait, le début de la question, c'était sur la pénurie de médicaments, et en fait, la fin de la question, c'était sur la pénurie plutôt de médecins. Donc, sur la pénurie de médecins, on agit, on va continuer à agir pour renforcer les possibilités pour le pharmacien de prendre en charge les gens, en fait. Donc, vous le voyez, que ce soit pour les angines, que ce soit pour les cystites, les règlements de 3 mois, les vaccins, on avance sur ces mesures-là, les télémédecines, etc. Voilà. Sur les pénuries de médicaments, c'est médicament par médicament. On a parlé de la kétiapine. On est dans plusieurs endroits de France en risque majeur de méningite. Je ne me suis pas inquiété, mais je m'inquiète aujourd'hui de savoir si la rifadine est disponible partout. Elle est il y a quelques temps en manque. Moi, c'est produit par produit, quoi. C'est médicament par médicament qu'il faut regarder les choses. Ok, très bien. Je te remercie, Philippe. Il n'y a plus de questions. Merci également à Antonin pour la question vidéo et rendez-vous vendredi 14 février pour le prochain live. Merci. Bon week-end. À la semaine prochaine.